Bienvenue dans le débat, le dissident. Aujourd'hui, on se penche sur une technologie fascinante qui pourrait bien redéfinir notre avenir énergétique, les batteries potassium-ion, et surtout sur cette idée de biomimétisme qu'on leur associe souvent. Exactement. Ce qui nous a vraiment interpellé dans nos lectures, la question qui ressort, c'est celle-ci. Est-ce que ces batteries, qui, utilisent le même ion que celui qui est au cœur de la vie végétale, est-ce qu'elles sont une véritable imitation des mécanismes de la nature? Ou est-ce que le lien est au final plus, disons, poétique que technique? Le dissident. Ah, pour moi, la réponse penche clairement vers la seconde option. Je vais défendre l'idée que, malgré cet ion commun, les processus fondamentaux d'une batterie électrochimique et ceux de la biologie d'une plante sont si radicalement différents que parler de biomimétisme, c'est plus une métaphore inspirante qu'une description précise. Et de mon côté, je soutiendrai la position inverse. Je pense que les conceptions les plus innovantes de ces batteries ne se contentent pas d'emprunter un ingrédient à la nature. Non, elles imitent activement, délibérément, les stratégies que les plantes ont mis des millions d'années à perfectionner pour gérer l'énergie et transporter les ions. Le dissident. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut clarifier ce qu'on entend par ces termes. J'ai l'impression que la distinction entre, d'un côté, l'inspiration et de l'autre, l'imitation, le vrai biomimétisme, est vraiment au cœur de notre désaccord. C'est une excellente idée. Pour moi, c'est simple. Si je vois un oiseau voler et que je décide de construire un avion avec des ailes fixes, là, c'est de la bio-inspiration. J'ai pris une idée, un concept. Mais si j'essaie de construire un avion qui bat des ailes pour se propulser, alors là, je suis dans le biomimétisme. J'essaye de copier le mécanisme. C'est une image parfaite et c'est exactement là où je veux en venir. Pour moi, la batterie potassium-ion est un avion à ailes fixes. Elle vole, elle est efficace, mais son principe de fonctionnement, il n'a rien à voir avec celui de l'oiseau. On a pris un acteur, l'ion potassium, mais on l'a mis dans une pièce de théâtre qui est complètement différente. Ah, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on construit bien plus qu'un avion à aile fixe. Prenez un exemple très concret. Les anodes de batterie fabriquées à partir de bois. Des chercheurs prennent un simple morceau de bois, ils le carbonisent et que découvrent-ils? Que les canaux naturels du bois, l'oxylème, qui servent à transporter la selle, forment de véritables autoroutes à ions en 3 dimensions. Le dysiste? Oui, oui, j'ai vu ces études. Les performances sont assez impressionnantes, c'est vrai. Plus qu'impressionnante. Le flux d'ion potassium est 10 fois plus rapide que dans un matériau carboné classique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une imitation directe de la plomberie d'un arbre pour résoudre un problème d'ingénierie majeur dans les batteries ion. Comment faire bouger les ions rapidement? On ne fait pas que s'inspirer, on prend le plan structurel de l'arbre et on l'intègre dans notre batterie. D'accord, je vous suis sur l'aspect structurel, c'est très astucieux. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? On utilise une structure morte. Le génie de l'arbre, ce n'est pas seulement d'avoir des tuyaux, c'est tout le processus vivant du transport de la sève, avec les gradients de pression, l'évapotranspiration, des mécanismes qui sont actifs et complexes. Ce que les ingénieurs font, c'est récupérer une carcasse et l'utiliser comme un échafaudage. C'est du recyclage intelligent de structures naturelles, oui, mais pas la recréation d'un système biologique fonctionnel. La batterie ne fonctionne pas comme un arbre. Mais l'acte biomimétique, c'est justement de reconnaître que cet échafaudage, même mort, est en soi une solution d'ingénierie optimale. L'intention est claire. On a un problème de transport d'ions, on regarde comment la nature le résout et on copie la solution. L'intentionnalité de la copie est la clé. Mais allons plus loin, au-delà de la simple structure. Parlons de la fonction. Le dissident. J'attendais ce point, allons-y. On a vu apparaître des recherches sur des canaux ioniques artificiels fabriqués avec de l'origami d'ADN. Le résultat, c'est une batterie qui se recharge en moins d'une minute. C'est absolument stupéfiant. Et la clé de cet exploit, c'est qu'on a copié le mécanisme le plus rapide que la nature ait jamais inventé pour faire passer des ions. Le canal protéique qui traverse une membrane cellulaire. Là, c'est une copie fonctionnelle, pas seulement conceptuelle. On recrée la fonction d'une porte ultra sélective et ultra rapide. Le dissident. Une copie fonctionnelle. Je trouve le terme un peu fort. Attendez, cette structure en ADN, elle fonctionne dans quel environnement? Dans de l'eau, comme dans une cellule biologique. Où? Dans l'électrolyte organique, souvent très agressif, d'une batterie. Dans l'électrolyte, bien sûr. C'est là que réside tout l'exploit d'ingénierie. Le dissident. Alors, pour moi, ce n'est plus une copie. C'est une adaptation si radicale que le modèle original n'est plus qu'un lointain souvenir. Une protéine de canal cellulaire elle serait instantanément détruite dans un tel solvant. Le fait de devoir utiliser de l'ADN et de le concevoir pour survivre et fonctionner dans un milieu totalement non biologique, ça prouve mon point. C'est de l'ingénierie de pointe qui emprunte une idée à la biologie, mais la réalisation est purement technologique. On a gardé l'idée d'un trou sélectif, mais tout le reste a été réinventé.
Mais c'est la définition même du biomimétisme. Il ne s'agit pas de faire une photocopie de la nature, mais d'en extraire les principes. Le principe ici, c'est un canal à l'échelle nanométrique avec une géométrie précise qui ne laisse passer que le potassium. Que ce soit fait d'acide aminé ou d'acide nucléique, le principe fonctionnel est imité. C'est comme dire qu'une aile d'avion en fibre de carbone n'imite pas une aile d'oiseau parce qu'elle n'est pas faite de plumes. Le dissident. L'analogie est bonne, mais elle m'amène à ma critique principale. Au final, même avec ses composants améliorés, qu'est-ce qu'une batterie? C'est un dispositif qui fonctionne par l'intercalation et la désintercalation réversible d'ions dans une anode et une cathode pour produire un courant électrique. C'est un processus purement électrochimique. Montrez-moi où ce mécanisme existe dans une plante. Il n'existe pas sous cette forme exacte, je vous l'accorde. Mais une plante est un réseau de millions de batteries cellulaires. Chaque cellule maintient un gradient d'ion potassium à travers sa membrane, ce qui représente une forme d'énergie stockée, de l'énergie osmotique. Et l'efficacité de ce cycle est de plus de 95%. C'est un modèle d'efficacité énergétique. Le dissident. C'est une analogie, oui, et elle est très utile pour la pédagogie, mais il faut être précis. Ce gradient, il sert à réguler la pression de turgescence, à activer des enzymes. Le potassium dans une plante, c'est un cofacteur, un signal, un régulateur. Il active plus de 60 enzymes différentes. Il n'est pas un transporteur de charge dont le but est d'alimenter un circuit externe. Dans une batterie, la capacité de stockage peut atteindre, disons, 660 mAh par gramme. Quand vous parlez de 660 mAh kilogramme, juste pour situer, c'est une performance intéressante par rapport à quoi? Par rapport à une batterie lithium-ion classique, par exemple? Le dissident? C'est une excellente question. C'est une valeur théorique qui est très élevée pour le carbone et qui se rapproche de ce que peut offrir le graphite dans les batteries lithium-ion. C'est donc très prometteur. Mais mon point, c'est que cette métrique, même les milliampères-heure par gramme, n'a aucun sens en biologie végétale. On compare deux mondes qui utilisent un acteur commun pour des rôles qui n'ont en fait rien à voir. Le potassium dans la plante, c'est un ouvrier qualifié sur une chaîne de montage biochimique. Dans la batterie, c'est un simple livreur qui fait des allers-retours. Je ne suis pas convaincue par ce raisonnement, parce qu'il ignore une tendance encore plus profonde du biomimétisme, l'imitation de systèmes entiers. Prenez les batteries autocicatrisantes. Des chercheurs développent des électrolytes à base de gel polymère qui, en cas de fissure, se réparent spontanément, activés par les ions présents. Ça, c'est une imitation directe de la façon dont les racines d'une plante se réparent. On ne copie plus juste un composant, mais un comportement, une propriété systémique, la résilience. Le dissident? C'est un exemple fascinant. Mais encore une fois, est-ce que c'est une imitation du processus biologique, qui est un processus métabolique actif, ou est-ce que c'est l'utilisation intelligente de la chimie des polymères qui se trouve avoir un analogue dans la nature? Je penche pour la seconde option. C'est de l'électrochimie améliorée avec des leçons tirées de la biologie. La distinction est cruciale. Nous ne construisons pas une plante artificielle, nous construisons une meilleure batterie. Et si on pouvait faire les deux? L'exemple ultime, pour moi, c'est la batterie solaire potassium-ion qui imite la photosynthèse. Elle intègre la collecte de lumière et le stockage d'énergie en une seule unité. La lumière excite un matériau qui, en réaction, pousse les ions potassium à s'insérer dans l'électrode et donc à charger la batterie. C'est exactement ce que fait une plante. Elle ne sépare pas la production d'énergie de son stockage immédiat. Là, on ne parle plus d'améliorer un composant, on copie le processus intégré fondamental de la plante, capter la lumière et la transformer directement en potentiel chimique. Le dissident. Vous gardez le meilleur argument pour la fin. C'est vrai que cet exemple est le plus troublant pour ma thèse. Mais même là, je reste sceptique. La photosynthèse, c'est une cascade de réactions enzymatiques d'une complexité inouïe, qui produit des sucres. Cette batterie solaire, elle, produit un courant électrique. On imite le front-end du processus, la capture de photons, pour déclencher un mouvement d'ion, mais tout ce qui suit est radicalement différent. C'est un pas de plus vers le biomimétisme, j'en conviens, mais la ligne d'arrivée, qui serait une véritable photosynthèse artificielle, est encore très très loin. La connexion reste, à mon sens, plus conceptuelle que mécanique. En résumé, je maintiens que les avancées les plus transformatrices dans ce domaine sont le fruit d'une démarche biomimétique délibérée. En copiant les solutions de la nature pour le transport ionique, la résilience et l'intégration des fonctions, on ne se contente pas d'une vague inspiration, on transpose des plans qui ont fait leurs preuves au cours de l'évolution pour créer une technologie plus durable et plus performante. Et de mon côté, je conclus que si la nature est sans aucun doute la plus formidable bibliothèque d'idées pour les ingénieurs, les batteries potassium-ion restent des dispositifs électrochimiques dans leur âme.
Le langage du biomimétisme est un puissant moteur d'innovation, c'est certain, mais il risque de nous faire oublier les différences fondamentales entre la complexité d'un processus vivant et l'élégance d'un système technologique. L'analogie est extraordinairement fertile, mais elle ne doit pas être confondue avec une identité de mécanisme. Nous restons donc en désaccord sur le degré de fidélité de cette copie, mais nous sommes d'accord, je pense, pour dire que l'étude approfondie du monde naturel est une voie absolument essentielle pour l'innovation, peut-être même la plus importante qui soit. Le dissident, absolument. Et cette question de savoir où se situe la frontière, qui est très mouvante entre l'inspiration et l'imitation, eh bien, elle reste ouverte. C'est ce qui la rend si passionnante à explorer à travers les recherches qui continuent d'émerger.